Merci, merci Monsieur le Président de l'AIH. J'en profite pour vous accueillir dans cette belle ville de Toulouse. On est très fiers de vous accueillir. Je suis particulièrement impressionné par l'organisation et par le nombre de participants à ces journées. Et je vous souhaite de bien profiter du programme qui est très alléchant, très bien structuré, et de profiter également de la ville, du soleil, parce que ça vaut le coup un petit peu de se balader. Vous êtes vraiment bien placé en plein centre, donc je pense que vous allez passer un bon moment. Donc on m'a proposé de vous parler d'un topo quand même assez atypique dans la leucémie myéloïde, l'utilisation de corticoïdes. Pourquoi on pourrait utiliser, pourquoi nous avons suggéré les stéroïdes dans cette pathologie, puisque vous devez savoir que dans toutes les hémopathies lymphoïdes, mais alors pas du tout dans les leucémies aiguës myéloïdes. Et je vais essayer de vous convaincre qu'il y a des arguments, peut-être pour l'introduire dans les problèmes de micro. Il faut vraiment parler très près. Donc les leucémies aiguës myéloïdes, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est la 5e hémopathie maligne à fréquence en France. C'est une maladie qui est liée à l'âge, hein, puisque l'incidence augmente assez drastiquement à partir de 60 ans. C'est une maladie qui est bien décrite maintenant sur le plan, bien sûr, morphologique, mais également chromosomique et moléculaire. On verra tout à l'heure les applications de la biologie moléculaire qui est cruciale dans le pronostic, le traitement et le suivi des patients. Et c'est une maladie très hétérogène en termes de présentation clinique, biologique et également thérapeutique et pronostique, puisqu'on a des patients qu'on guérit relativement facilement et d'autres qu'on n'arrive pas à guérir avec des traitements intensifs, incluant la greffe. C'est un bref résumé de cette maladie. Alors les bases moléculaires sont bien connues. On connaît tout un tas de mutations qui vont s'agencer pour transformer ces cellules hématopoïétiques immatures. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler beaucoup de ces mutations, de NPM1, du splicing, de la signalisation, parce que ça, ce sont des topos que vous devez entendre à droite et à gauche sur le pronostic de telle ou telle mutation, etc. Je vais vous parler plutôt d'un processus associé au cancer, qui est l'inflammation, qui est bien décrite dans pas mal de cancers, mais finalement, dans les leucémies myéloïdes, n'a pas retenu une attention majeure dans la littérature. Et pour autant, vous savez que pour ceux qui ont fait des salles de leucémie aiguë, il y a plusieurs états cliniques, plusieurs complications, plusieurs situations dans lesquelles on va voir de l'inflammation. La chimiothérapie induit de l'inflammation. Le micro n'est pas assez bon. Le processus, on va changer de micro. Donc, le processus de leucostase dans la leucémie aiguë myéloïde hyperleucocytaire et plus rarement, mais significativement, le syndrome hémophagocytaire qui peut émailler les suites d'une chimiothérapie intensive. Vieille pancarte, je ne sais pas si vous en avez encore dans vos services, ça aide toujours. Et on voit un patient, le premier patient à l'induction, qui arrive au diagnostic. Là, vous voyez. Et donc on commence la chimiothérapie. Tout se passe bien, et puis là, il se met à 40 en plateau. Il n'a pas de signe infectieux. On a fait plein de recherches microbiologiques, etc. On ne trouve rien. Et on voit la CRP qui passe de 10 au début du traitement à 162. Il passe en réa parce qu'il a une péricardite. On lui met la dexaméthasone et tout rentre dans l'autre. Ça, c'est un orage inflammatoire lié à la chimiothérapie. Ce n'est pas infréquent, notamment chez certains patients et ceux qui ont la mutation NPM1. La cytarabine, le syndrome à la cytarabine, c'est assez classique également. Chez certains patients, ça se passe bien quand vous faites des consolidations à mission complète. Certains se mettent à avoir 39-40 températures. C'est induit par la cytarabine et ça traduit le fait que il y a un relargage de cytokines pro-inflammatoires et on ne connaît pas bien finalement les conséquences physiopathologiques de ce relargage de cytokines qui sont impliquées dans la résistance contre l'interleukine 6 ou l'interleukine 1 bêta, dans la résistance et la progression tumorale. Et donc c'est ça qui m'a en fait intéressé dans les complications cliniques et le retentissement clinique des processus inflammatoires. Ici, on a pris une série de 234 patients et on a recueilli le dosage de la ferritine et de la CRP entre le J1 et le J7. Donc entre J1 et J7 en général, il y a peu de transfusions. Il y a peu d'infections significatives et donc on peut penser que ces augmentations significatives de la CRP et de la ferritine sont plutôt dues à la chimiothérapie et à l'inflammation qu'à une surcharge martiale ou des infections. Donc vraiment, la chimiothérapie induit de l'inflammation dans les leucémies aiguës, c'est assez incontestable.
Ceux qui sont passés en réanimation ou qui ont eu des patients hyperleucocytaires connaissent ce syndrome de leucostase qui implique des relations entre les blastes et l'endothélium vasculaire et qui, alors, n'a pas été... Ok, donc je vais mettre ici. Voilà. Et donc, il y a des cytokines pro-inflammatoires qui sont impliquées. Et ça, c'est peut-être aussi un facteur de résistance locale, c'est un facteur d'agressivité locale. Donc, ça donne, vous savez, le syndrome de leucostase pulmonaire. Il y a des patients qui peuvent être ventilés à cause de ça. La leucostase cérébrale, ça peut faire signer, etc. Donc, il y a des complications sévères. Et là, il y a probablement des rôles importants de l'inflammation. Le syndrome hémophagocytaire. Alors, vous savez qu'il y a des syndromes hémophagocytaires génétiques. C'est vraiment un orage hyper-inflammatoire, hyper-cytokinique, mais il y a également des syndromes hémophagocytaires secondaires qu'on a associés à certains cancers, notamment certains lymphomes, mais on peut également le voir associé à certaines hémopathies myéloïdes, certaines myélodysplasiques. Et nous, on l'a vu chez des patients traités par leucémie aiguë myéloïde au décours de l'induction. On avait remarqué qu'il y avait des patients qui se mettaient à avoir 40 de température sous large antibiothérapie, sans pour autant avoir des signes infectieux sévères, et qui pouvaient avoir derrière ça des taux de ferritine anormalement élevés par rapport à un patient transfusé de façon hebdomadaire, c'est-à-dire ça passait de 1500 à 5000, voire plus, voire 10 000, 15 000, en très peu de temps. Donc ça nous signalait un syndrome inflammatoire, et donc on a observé ça sur une série de plus de 300 patients. Dans 5% des cas, il y a un syndrome d'activation macrophagique avec de l'hémophagocytose dans la moelle osseuse, un taux de ferritine anormalement élevé, de la fièvre. Ce n'est pas un syndrome, la description clinique typique des syndromes d'activation macrophagique, mais ça y ressemble, et c'est au décours de la chimiothérapie intensive. Et ça peut être associé également à des cytopénies prolongées, parce que l'inflammation peut également inhiber l'hématopoïèse normale. Alors, le pronostic n'est pas bon. Ces gens-là vont plus mal que ceux qui n'ont pas de syndrome hémophagocytaire. Et puis, il y a certains types de traitements. Alors, il y a souvent un facteur déclenchant. Ça peut être un virus, ça peut être une infection fungique. Parfois, on ne trouve pas. Alors, on peut traiter avec la dexaméthasone, on peut traiter avec les immunoglobulines polyvalentes. En fait, ça dépend de la présentation clinique et de l'infection sous-jacente. Donc on était un peu attiré par ces processus inflammatoires. Et dans le travail qu'on avait fait sur la ferritine, on avait remarqué que dès le diagnostic, le taux de ferritine chez la plupart des patients, à peu près 75% des patients ont une ferritine supérieure à la normale au diagnostic. On ne peut pas dire que ces patients ont été transfusés avant, notamment les de novo. Et donc ce n'est pas une surcharge martiale, c'est probablement lié à la maladie et l'inflammation associée. Et on s'est demandé si ces taux de ferritine avaient un impact pronostic. En fait, il a un impact pronostic. Chez les patients jeunes, la première slide, c'est des patients jeunes de novo, qui ont une ferritine élevée, ont un plus mauvais pronostic que ceux qui ont une ferritine plus basse. Et puis on a refait l'étude sur beaucoup plus de patients, là tout venant, des nouveaux, secondaires, toutes cytogénétiques confondues. Et la ferritine a également un rôle pronostic indépendant de la cytogénétique, etc., dans les leucémies aiguës myéloïdes. Ce qui signifie que la ferritine, l'inflammation a probablement un rôle important dans les leucémies. Alors, je vous fais un petit rappel de ce que est la ferritine en fait dans le cancer. Et dans les leucémies, c'est un résumé de tout ce qu'il y a dans la littérature et de ce qu'on a observé dans les leucémies aiguës myéloïdes. Le taux de ferritine, il est, à mon avis, lié à l'inflammation, mais pas que. Il est lié à la masse tumorale, puisque c'est très lié à l'hyperleucocytose. Il est lié à la chimiothérapie, puisqu'on a vu que la chimiothérapie induisait aussi ce processus de synthèse de ferritine. Et par la suite, il va être aggravé par la surcharge transfusionnelle. Et puis la ferritine, elle a des rôles propres. Ce n'est pas uniquement un marqueur, elle a des rôles intracellulaires et des rôles extracellulaires. En intracellulaire, c'est une molécule qui va, bien sûr, entre guillemets, chélater le fer, être antioxydant, et va pouvoir également activer des protéines importantes pour la survie cellulaire, notamment NF-κB, et participer à la résistance au traitement par chimiothérapie. Et puis, il y a la ferritine extracellulaire. Alors ça, c'est des très 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 vieux travaux des années 80 d'un biologiste américain qui s'appelle Broxmeyer et qui avait montré que la ferritine était une molécule qui pouvait inhiber l'hématopoïèse normale
mais également stimuler le processus tumoral et notamment leucémique, favoriser la prolifération cellulaire. Et donc tout ça confondu pourrait contribuer au fait que la ferritine est un facteur de risque significatif dans les LM. Alors on va rentrer dans l'aspect thérapeutique. Et pourquoi on a imaginé, il y a plus d'une dizaine d'années à Toulouse, commencer à utiliser la dexaméthasone. Alors on avait réfléchi sur la leucostase chez les patients hyperleucocytaires. Il y avait le mécanisme d'action des glucocorticoïdes que je ne vais pas rappeler ici, mais qui bloque notamment l'activité de NF-κB. NF-κB, on savait à l'époque, il y a une vingtaine d'années, que c'était un facteur de survie au niveau des cellules souches leucémiques. Et donc, on pouvait peut-être penser que la dexaméthasone pouvait avoir un effet aussi sur la maladie, sur les cellules souches leucémiques. Ce n'était que théorique, parce qu'il n'y avait pas de preuve expérimentale à ça à l'époque. Et puis, on avait une expérience clinique, c'est-à-dire que on avait l'expérience d'utiliser la dexaméthasone avec de la chimiothérapie intensive dans les leucémies gumyloïdes. C'était les leucémies gumyloïdes de type 3, les leucémies du promyocytaire, puisque toutes les hyperleucocytoses à plus de 10 000 dans les LM3 étaient traitées avec la dexaméthasone, plus la chimiothérapie et l'ATRA, dès le diagnostic. Et donc on avait une expérience clinique parce que lorsqu'on parle de cortisone, de chimiothérapie intensive et de LAM, on pense risque infectieux, et donc c'était pas c'était pas gagné de proposer la dexaméthasone dans ce contexte-là. Et puis on savait également que ça se tramait également ailleurs, notamment à Saint-Louis en réanimation, où l'équipe d'Elia Zoulet avait montré que l'utilisation de dexaméthasone chez les patients qui avaient une atteinte pulmonaire de leucémie gumyloïde, notamment dans les M5, pouvait bénéficier de la dexaméthasone en termes d'agents anti-inflammatoires et de mortalité précoce en réanimation. Donc tout confondu, on s'est dit, on va mettre... ah oui, j'ai oublié ça. Alors ça, c'est la vieille littérature de nos collègues hématologistes turcs qui utilisaient, notamment les pédiatres, des très très fortes doses de stéroïdes dans les LAM pédiatriques. Et ils ont fait beaucoup d'études de corrélation in vitro, des essais cliniques, mais c'était des essais cliniques assez confidentiels, non randomisés. Et donc, si vous voulez, ça n'a pas emporté la donne, mais ils avaient déjà montré qu'il y avait un intérêt d'utiliser la cortisone dans certains 8-21. Ce qu'on a fait dans l'axe, de la dexaméthasone avec la chimiothérapie chez les patients hyperleucocytaires de plus de 50 000 avec signe de leucostase, où tous les patients qui avaient plus de 100 000 blancs, on faisait le 3+7 et on rajoutait dexaméthasone 10 mg 2 fois par jour pendant 3 jours, pas plus. Parce qu'on se disait, attention, si on en fait trop, risque infectieux, blablabla. Donc ça, c'est une chimiothérapie de standard. Bien sûr, on pouvait faire de l'hydréa chez les arrivés. On a fait une rétrospective, monocentrique, avant, après les patients, avant la stratégie dexaméthasone, et puis on a comparé avec les patients après la dexaméthasone. Voilà. Donc, globalement, ça m'a trouvé. En termes de réponse complète, il n'y avait pas trop de différence, 80%, 74%. En termes de décès précoce, avec la dexaméthasone, on avait 60 patients, et 100 patients sans dexaméthasone, on avait quand même une réduction qui n'était pas significative, mais je pense que c'est un manque de puissance. On avait presque 10% de moins, c'est pas mal, je trouve. C'est une complication grave, l'hyperleucocytose, il y a beaucoup de mortalité, hein, vous le savez. Et puis, on avait fait beaucoup d'analyses variées. Le traitement dans les modèles multivariés, et la dexaméthasone sortait de façon indépendante par rapport aux autres facteurs classiques. Donc ça donnait ça en termes de survie et de FS. Donc les patients traités par dexaméthasone allaient mieux en termes de survie, et pas qu'un peu apparemment, dans cette série en tout cas. Et puis ce qui nous a vraiment intrigué, c'est l'incidence cumulée de rechute. C'est-à-dire que lorsqu'on avait eu la dexaméthasone, on rechutait beaucoup moins que si on n'avait pas eu la dexaméthasone. Ce qui voulait dire que là, peut-être on avait une activité anti-leucémique de la dexaméthasone en plus de la chimiothérapie. Alors, étude monocentrique, rétrospective, même si on a fait du multivarié, etc., il y a toujours des biais, etc., etc. Et en plus, il faut convaincre nos collègues nationaux, internationaux qu'il y a peut-être quelque chose avec ça.
Et donc, il faut faire du corrélatif pour essayer d'expliquer pourquoi on a vu une incidence cumulée de rechute diminuer lorsqu'on a mis de la dexaméthasone chez les patients. Et donc, on a travaillé au laboratoire. Alors, on a fait des études in vivo et in vitro. On a fait des études in silico aussi de transcriptomique pour comparer, jouer des signatures transcriptomiques, inflammatoires, dexaméthasone, etc. Je vous montrerai quelques exemples. Et puis, on a regardé si on pouvait avoir un effet sur les cellules qui sont supposées faire résister et faire rechuter, c'est-à-dire les cellules immatures, les cellules souches leucémiques. Alors, ce qu'on a fait, c'est que, alors, vous le savez, lorsqu'on met de la dexaméthasone en culture liquide dans des lignées, il y en a très peu qui répondent, dans les lignées myéloïdes, contrairement aux lignées de lymphoïdes. Les LL, ça répond très très bien. C'est très cytolytique la dexaméthasone sur les blastes de lymphoïdes, mais pas du tout dans les blastes myéloïdes, on le savait. Par contre, lorsque vous mettez les cellules de la leucémie myéloïde en milieu de culture qui, en mode entre guillemets, mime la niche leucémique, c'est-à-dire en hypoxie, sur du stroma, etc., là, on peut dévoiler un effet de la dexaméthasone parce qu'il y a des interactions cellulaires, il y a des cytokines, et que probablement la dexaméthasone limite ça. Donc on a vu que dans les cultures à long terme qui sont censées évaluer les cellules immatures et donc potentiellement enrichies en cellules souches leucémiques, la dexaméthasone pouvait réduire le potentiel de prolifération et de croissance des cellules immatures leucémiques, ce qui va bien avec la prévention de la rechute. Ça peut faire différencier également et ça sensibiliser à la cytarabine, ce qui fait sens également avec les résultats connus. Ensuite, on a un modèle de chimio-résistance au laboratoire, c'est-à-dire qu'on prend des blastes des patients, on les met dans les souris NotSkid, on attend que la maladie prenne, on fait de la cytarabine pendant 5 jours, et 2 jours après la fin de la cytarabine, on va collecter les cellules leucémiques résiduelles. Donc ce sont des cellules chimio-résistantes à la cytarabine, qui ont résisté in vivo. Donc on collecte ces cellules, on les a décrites, il y a plein de papiers là-dessus, sur le plan transcriptomique, etc., etc. Et on a vu que le transcriptome des cellules résistantes à la racitine était très enrichi en gènes de l'inflammation. Donc ça allait bien dans le sens, vous voyez, il y a des gènes ici de l'inflammation, notamment l'IL6, etc. Et puis lorsqu'on croise les bases transcriptomiques des signatures modulées par la dexaméthasone, eh bien, on voyait que la dexaméthasone pouvait moduler en tout cas ces signatures de cellules résistantes à la chimiothérapie. Donc là, il y avait une corrélation aussi assez intéressante. On a fait bien évidemment le test de combinaison cytarabine-dexaméthasone dans ce modèle de souris. On a montré que dans 2 ou 3 échantillons de patients, on avait un effet significatif de l'association dexaméthasone plus cytarabine. Donc on a des études corrélatives qui pourraient expliquer pourquoi on avait vu ça chez les patients dans notre étude clinique monocentrique. Alors peut-être que dans certains sous-groupes mutationnels, il y a également un effet de la dexaméthasone. On avait vu dans les premières analyses qu'il y avait peut-être une interaction entre DEX et NPM1. Quand on a augmenté le nombre de patients, on ne l'a plus vu. Mais on s'était dit qu'il y a peut-être quelque chose avec NPM1 muté et la dexaméthasone. Et en fait, la lignée aussi à ML3, il n'y avait que 2 lignées qui étaient sensibles à la DEX en culture liquide, c'était aussi AML3 et KG1, et aussi AML3 est muté pour NPM1. Dexaméthasone plus la cytarabine dans ce modèle in vivo, dans des échantillons de patients, les échantillons de patients NPM1 mutés étaient plus sensibles à la dexaméthasone. Donc, on a également le transcript modulé par la dexaméthasone comparativement aux gènes modulés par la mutation NPM1, il y a une interaction significative. On voit ça, c'est un panel de drogues qui induisent des signatures particulières. Et on a regardé celles qui matchaient avec celles de NPM1. Et vous voyez d'actinomycine, Atra, qui sont des médicaments qui sont connus pour avoir une certaine activité également dans ce modèle-là. Et la dexaméthasone sortait également significativement dans le lot. Donc il y a peut-être quelque chose entre DEX et NPM1 et les mutations de NPM1. Voilà, ça c'est ce qu'on avait fait nous à Toulouse, pour essayer de nous convaincre encore plus et essayer de convaincre les autres qu'on pouvait peut-être discuter de l'introduction de la DEX dans le traitement courant des LM. Bon. Mais entre-temps, d'autres
dans la littérature internationale ont soulevé également ce sujet, et notamment dans la résistance à la chimiothérapie. Et un papier publié dans Leukémie en 2017 par une étude finlandaise a montré que la résistance à la cytarabine, on induit une résistance en incubant les cellules de lignée avec des doses croissantes de cytarabine, eh bien, cette acquisition de résistance à la cytarabine était corrélée. Après, ils ont fait un screen de drogue à large échelle pour voir quels étaient les hits, et il y avait les glucocorticoïdes qui sortaient significativement. Et donc, ils ont montré que lorsqu'on acquiert une résistance à la cytarabine, on devient sensible à la dexaméthasone, aux glucocorticoïdes, notamment parce qu'il y a l'augmentation de l'expression du récepteur aux glucocorticoïdes qui s'appelle NR3C1 et qui est up-régulé lorsque les cellules résistent à la chimiothérapie. Et donc là, vous voyez des échantillons de patients qui étaient résistants à la dexaméthasone et qui vont devenir sensibles au moment de la rechute. Donc il y a peut-être quelque chose entre résistance et glucocorticoïdes. Il y a également d'autres groupes, notamment le groupe de Guy Sauvageau à Montréal, qui a montré que les mutations de RUNX1, 10% des leucémies gumyloïdes, plutôt associées à des LM0, à des karyotypes normaux ou du trisomie 13, mauvais pronostic, profil transcriptionnel de cellules souches, profil transcriptionnel up-régulation de gènes lymphoïdes et down-régulation de gènes myéloïdes. C'est un peu la biologie des mutations de RUNX1 et c'est un mauvais pronostic. Et dans cette étude-là, il montre bien que les mutations qui inactivent la fonction RUNX1 sensibilisent à la dexaméthasone, là également en raison d'une up-régulation du récepteur au glucocorticoïde. Donc il y a peut-être également quelque chose chez les patients qui ont la mutation de RUNX1, mais également chez les patients 8-21, qui modulent aussi l'activité RUNX1 de façon différente, mais qui la modulent. Alors ça, on le savait depuis très très longtemps. Ça, c'est au XXe siècle. Les Japonais qui avaient montré que la dexaméthasone était la lignée 8-21, qui s'appelle Kazumi 1, était sensible aux glucocorticoïdes. Ça a été repris il y a une quinzaine d'années par des collègues américains qui avaient fait en fait des signatures d'inhibition. Ils avaient en fait délété l'oncogène qui est RUNX1 AML1 et tau, ou RUNX1 T1. Ils avaient délété, ils avaient fait des signatures de délétion, des conséquences de la délétion, et ils avaient AML1. Probablement, là également, un autre papier qui montrait que dans ce sous-groupe particulier, les cellules leucémiques ont une sensibilité accrue à la DEX. Alors là, c'est plus récent. On sort de la chimiothérapie et on rentre dans l'ère des inhibiteurs, modèle FLT3. Et là, les auteurs se sont intéressés aux cellules qui résistent à l'inhibiteur. Ils appellent ça des cellules tolérantes à la drogue et qui persistent après le traitement. Donc en fait, annexine 5, 7-AAD sont des marqueurs d'apoptose. Ils mettent l'inhibiteur, c'est les cellules en apoptose. En fait, ils n'ont pas regardé ces cellules-là, ils ont regardé les cellules qui survivaient à ça, et puis ils les ont remis en culture, et puis ils ont analysé, fait un screen de drogue, et ils ont donc analysé la population résistante après l'inhibiteur. Ce ne sont pas des résistances génétiques, ce sont des résistances d'adaptation. Il y a toute une littérature là-dessus, et ils ont montré que dans ces échantillons-là, des cellules qui avaient résisté, les profils étaient très inflammatoires. Donc, il y a un criblage moléculaire, et là, c'est toujours... Et deviennent sensibles aux stéroïdes, parce que également, il y a une augmentation du récepteur aux stéroïdes, et il y a un effet de synergie entre les inhibiteurs et la dexaméthasone. Donc ça peut être également une piste intéressante de recherche clinique d'association avec les inhibiteurs. Le mécanisme implique une augmentation de l'expression du récepteur glucocorticoïde, mais également une modulation des protéines apoptotiques. Ça augmente BIM et ça diminue MCL1. Donc il y a tout un mécanisme intéressant également avec les inhibitions. Et puis les cellules souches leucémiques, on vous a dit qu'on
Au départ, c'était une hypothèse abstraite de la littérature, si vous voulez. Là, il y a des modèles expérimentaux. Bon, déjà, la niche leucémique, depuis une vingtaine d'années, il y a des données croissantes sur la composition de la niche, etc. Et le rôle des cytokines pro-inflammatoires n'est plus à démontrer. Il est crucial dans la niche leucémique qui favorise la résistance des cellules souches leucémiques. Et puis ici, là, pareil, il y a des auteurs qui ont fait des signatures de cellules souches leucémiques et ils ont fait un screen de drogue qui pouvait inhiber les cellules souches leucémiques et pas les cellules souches normales. Et ils ont montré que les cellules souches leucémiques, mais pas les cellules du bulk, ici vous voyez les cellules du bulk qui poussent sous cortisone, alors que les cellules plus immatures sont sensibles à la cortisone. Donc il y a peut-être quelque chose également sur cette population immature, chimio-résistante avec les stéroïdes. Voilà, donc j'espère que je vous ai convaincu que ça pouvait avoir un intérêt, qu'il y a certaines conditions associées aux leucémies myéloïdes, que ce soit le stress thérapeutique, certains oncogènes, également le micro-environnement leucémique, qui peuvent sensibiliser les cellules aux glucocorticoïdes et donc potentiellement un intérêt clinique. Alors, c'est bien joli, mais il faut le démontrer chez les patients. Et donc, il faut faire des études prospectives, si possible randomisées, pour essayer de prouver que la dexaméthasone va avoir un intérêt dans le leucémie aiguë. Sinon, ça ne sert à rien. Bon. Alors, on a bénéficié du Big 1, qui est l'essai que vous connaissez probablement. Et donc, on a mis la dexaméthasone chez les patients en rémission complète pour bloquer le risque de récidive. Rationnel, sensibilisation à la cytarabine, on l'a vu. Rationnel, inhibition des cellules souches leucémiques. Bon, on verra, l'étude est complétée, on a inclus 220 patients. L'étude est arrêtée il y a 6 mois. On aura les résultats d'ici 2 ans, je pense. Mais c'est une étude assez intéressante. On l'a également mis en première ligne chez les sujets âgés. Alors là, je voulais faire une étude randomisée. On n'a pas réussi à avoir un PHRC parce que ce n'est pas très compétitif finalement d'utiliser une vieille drogue comme la dexaméthasone dans la leucémie. Donc on n'a pas eu de financement pour faire une étude randomisée prospective, ce qui coûte très cher, même au niveau académique. Et là, ce n'est pas question d'avoir un soutien de laboratoire, puisque aucun laboratoire ne soutiendra cette molécule-là. Et donc, sur nos fonds propres du philo, on n'a fait qu'une phase 2, et on fera une comparaison historique. L'étude est également terminée, il y a 120 patients qui ont été inclus, et je pense qu'on aura des résultats en 2022. Et puis, on a une étude en cours, qui est une étude randomisée prospective qui compare chez les patients en rechute réfractaire, qui est en cours, donc, et qui compare au choix de l'investigateur une chimiothérapie intensive. Alors on a pris amzacrine, cytarabine, ou l'azacitidine, on randomise avec ou sans la dexaméthasone. Un peu plus compliqué dans le contexte actuel de traitement des reflux de DLM, c'est un peu plus compliqué de recruter des patients. Donc voilà, j'espère qu'avec ça, on pourra vous donner des arguments pour utiliser la dexaméthasone dans les LM. On l'espère. Voilà. Donc, je fais des remerciements à tous mes collègues cliniciens, biologistes du laboratoire et aussi quelques collaborateurs qui ont participé au travail sur la dexaméthasone. Et ça me fait dire que l'hématologie, c'est un sport collectif. Vous le savez très bien, on travaille tous en équipe et c'est très très important. Et alors on pousse tous ensemble, tous de façon coordonnée. Hein, c'est pas uniquement la mêlée, c'est très technique en fait. Hein. On pense que c'est des bourrins qui poussent, mais en fait, c'est très technique. La force n'exclut pas la ruse. Mais bon, à la fin, c'est toujours Toulouse qui gagne. Là, plutôt 2 fois, hein, champion d'Europe, champion de France. Bon, je vous annonce qu'on va faire pareil cette année. Peut-être que l'année prochaine, on vous en laissera un peu. Voilà, je voulais terminer en fait par un petit clin d'œil, un petit hommage. Je ne suis pas certain que ce soit la 18e journée de l'AIH. Parce que le fondateur de l'AIH, il est là, il est ici. C'est le professeur Emmanuel Raffoux, que je salue. Et je voulais lui rendre hommage parce que c'était un excellent hématologiste. Peut-être le dernier qui sait faire un diagnostic cytologique au microscope et s'occuper d'un patient de A à Z. Et donc, les premières journées de l'AIH, c'était à La Baule en 1999. En 1999. J'étais interne des hôpitaux de Paris, donc on était dans
cette mouvance, et c'est Emmanuel qui a créé l'AIH. Alors, voilà ce qu'on avait. Pour ceux qui avaient des portables, on avait un truc comme ça. Inutile de vous dire qu'on n'était pas filmé, là je vois des caméras, et on n'a pas de traces numériques, ni de photos. Je n'ai pas trouvé de photos pour retrouver les tronches de tous les gens que vous connaissez dans vos services, et qui étaient à l'époque internes des hôpitaux. Voilà. Donc le premier congrès de l'AIH était à La Baule. Si vous retrouvez des photos, envoyez-les-moi. Voilà, merci. Il faut faire attention, mais on l'a parce que parfois il fallait le faire. On l'a fait lorsque les patients sont bien traités avec des antifongiques efficaces, c'est pas une contre-indication à le faire. Voilà. Et donc dans les SAM, la réponse, non, ils répondent moins bien. Il y a moins de RC. Alors, est-ce que c'est lié au fait que ce sont des malades plus graves au départ? On ne sait pas. Est-ce que c'est lié à l'orage inflammatoire qui promeut la résistance et donc les patients ne vont pas se mettre en rémission? Ou est-ce que c'est parce qu'ils meurent plus parce qu'en fait, ils ont des cytopénies qui peuvent se prolonger à cause du SAM? Voilà, donc c'est tout un tas de choses qui font qu'ils ont un plus mauvais pronostic. Et parmi ceux qui ont une bonne réponse au traitement. Oui. Tu as tout à fait raison. Je ne suis pas certain qu'ils aient... on n'a pas fait les coefficients de saturation, etc., les bilans, un bilan martial exhaustif. Je crois que dans le BIG, il y est, donc on regardera dans le BIG, il y est. Donc on regardera les corrélations entre ferritine et fer, les métabolismes martial. Ce que je peux te dire sur la ferritine, quand je dis que c'est lié à l'inflammation, c'est pas que lié à l'inflammation, bien évidemment, il y a un peu de ça. Mais bon, la leucémie aiguë, c'est un processus qui est aigu. Et donc, on imagine mal que les patients arrivent en surcharge martiale en si peu de temps au diagnostic, pour expliquer pourquoi une ferritine est aussi élevée. Donc, il y a autre chose que le métabolisme du fer. Il y a de l'inflammation, pour moi, c'est incontestable. Et en fait, ce qu'on a regardé aussi, et ça, c'est intéressant, on l'a mis dans le papier de Sarah, on a regardé la ferritine dans les blastes de patients. Et dans les blastes de patients, la ferritine, il y a parfois des patates d'expression. C'est-à-dire qu'elle est surexprimée dans pas mal de patients. Et on a incubé les cellules leucémiques pendant un certain temps et on a regardé le surnageant. Et il y a de la ferritine dans le surnageant. D'accord? Ce qui veut dire que quand on fait de la chimiothérapie, on induit l'inflammation. Donc la ferritine, je vous rappelle, c'est synthétisé par les cellules macrophagiques ou les cellules du foie, etc. On ne sait pas trop exactement. Mais peut-être aussi que c'est un relargage des blastes dans la circulation parce que les blastes sont bourrés de ferritine. Pourquoi ils sont bourrés de ferritine, ça on ne sait pas trop, mais c'est peut-être aussi un mécanisme antioxydant qui leur permet aussi d'être mieux. Donc il y a une source en fait de ferritine également dans la leucémie. Ce sont des arguments expérimentaux que je te donne. Bon, merci pour vos questions qui étaient très pertinentes. Je vous félicite. Eh ben, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai choisi la même photo que vous pour mon première diapo de cette présentation. Alors de mon côté, c'est pas tout à fait un hasard. Je pense que vous avez vu qu'il y a un beau pont ici à Toulouse, un beau bridge to transplant. Un beau pont qui mène au plus beau quartier de Toulouse, bien sûr, puisque c'est là où j'habite. Et puis, je voulais aussi faire une petite annonce. Alors, c'est une spéciale dédicace pour notre greffeuse qui est tout au fond de la salle. Je m'excuse par avance pour tout le mal que je vais dire de la greffe. Et je voulais aussi vous dire que si ce soir, avant ou après votre dîner, vous avez envie de vous amuser un petit peu, juste ici, là où il y a la grande roue, il y aura ce soir comment ça marche ? Le festival du Groland avec les Grolympiades. Voilà. Donc si vous avez envie de faire un peu de sport alternatif et de vous amuser un petit peu, voilà, ce sera ici ce soir. Bon, ceci étant dit, féliciter toute l'équipe du bureau de l'AIH et en particulier Pierre-Édouard et Sophie d'avoir organisé ces journées déjà parce que c'est beaucoup de travail. Et puis cette idée des débats est en plein dans l'actualité. Donc voilà, ça c'est la une de Libération de jeudi. Je trouve que c'était une super idée de faire des débats, même si quand vous m'avez proposé ce débat, j'ai trouvé le sujet super difficile. Voilà. Donc je tiens à vous dire de la part de Régnier qu'il est vraiment sincèrement désolé de ne pas pouvoir être venu, de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui.
On s'était mis un petit peu d'accord sur ce qu'on allait dire chacun, et Sophie et Pierre-Édouard et tous ceux qui les ont aidés ont relevé le défi de le remplacer, et donc bravo pour ça, en plus au pied levé. Voilà, donc ceci étant dit, moi j'ai le travail d'essayer de vous convaincre que l'allogreffe dans la LAM en RC2 est désormais une réalité. Donc je vais vous présenter quelques arguments. Voici mon plan. 3 grandes parties. Peut-on épargner la greffe en RC1 ? Est-ce que la mesure de la MRD peut nous aider à sélectionner les patients à ne pas greffer en RC1 ? Et puis, peut-on espérer de plus en plus de RC2 et d'allogreffe en RC2, donc, avec les nouveaux traitements qu'on a à nos dispositions dans les leucémies aiguës myéloïdes ? Donc, vous avez beaucoup de chance de commencer l'hématologie maintenant, en tout cas en ce qui concerne les leucémies aiguës myéloïdes, puisque on a depuis quelques années des nouvelles molécules qui arrivent et qui ont vraiment modifié le paysage des traitements des leucémies aiguës myéloïdes, que ce soit en première ligne, que ce soit en rechute réfractaire, que ce soit pour les LAM unfit. Donc vous avez ici un résumé de certaines études qui sont parues très récemment, certaines positives pour la plupart qui sont montrées ici, avec des traitements de première ligne, la midostaurin par exemple, le CPX 351 pour les LAM défavorables, le gilteritinib dans les LAM FLT3 mutés en rechute ou réfractaire, aussi des traitements d'entretien, et puis l'association azacitidine-vénétoclax pour les fils. Dans le vif du débat, pourquoi doit-on épargner la greffe en RC1 ? Donc, je pense que la première chose qui vient à l'esprit, c'est la toxicité de la greffe, qui malgré les gros efforts qui ont été faits ces dernières années, reste présente. Si on essaye de comparer la mortalité liée au traitement des patients qui ont une greffe en première rémission complète et les patients qui ont un traitement conventionnel par chimiothérapie, on voit bien sur cette courbe que la mortalité liée au traitement est bien supérieure chez les patients qui sont greffés, bien sûr. Et il y a des différences selon les sous-groupes, c'est-à-dire que sur la courbe rouge, qui est les patients favorables, la courbe bleue, enfin les courbes bleues, les patients intermédiaires et les patients défavorables, il y a quand même des différences. Et on voit qu'en particulier chez les patients intermédiaires, ici, la TRM est bien plus importante que les patients ayant eu la chimiothérapie conventionnelle, ce qui vaut ce petit smiley qui fait la grimace au bout de la courbe. Si on regarde les courbes associées de survie globale ou de survie sans rechute, on voit quand même que même les patients qui n'ont pas été greffés, qu'il y a des patients qui sont guéris également sans greffe. Il y a une certaine proportion de patients qui ne rechutent pas, y compris lorsqu'ils n'ont pas eu de greffe. Et si on s'intéresse aux différents groupes de risque, on voit qu'en particulier chez les patients intermédiaires, il y a bien des patients qui ne rechutent pas, y compris sans greffe, et qui n'ont pas donc un taux de rechute cumulé qui est ce qu'il est, bien sûr, mais qui n'est pas de 100%. C'est un peu moins vrai pour les patients défavorables, bien sûr. Si on regarde l'allogreffe en RC2, il y a certains papiers qui montrent que, bien sûr, la greffe en RC2 est possible, et puis qu'elle apporte un bénéfice aussi en deuxième rémission complète, et que ce bénéfice est surtout observé chez les patients avec un risque intermédiaire également. Donc là, un petit smiley qui fait un sourire. Bon, voilà, je ne m'étends pas beaucoup plus sur la greffe. Je pense qu'il y aura plus de mots sur la greffe tout à l'heure dans la deuxième partie. Donc pourquoi est-ce qu'on peut aussi décider maintenant peut-être de ne pas greffer tout de suite ? C'est parce qu'on a des nouvelles stratégies de traitement dans les LAM, et en particulier il y a maintenant beaucoup de travaux sur les stratégies de maintenance post-chimiothérapie, donc des traitements qui arrivent quand le patient est en rémission et à la fin de la chimiothérapie. Donc on a plusieurs familles de médicaments pour cela, des inhibiteurs de FLT3, l'azacitidine orale, des inhibiteurs d'IDH et l'immunothérapie qui sont en voie de développement. La midostaurin, je pense que vous connaissez tous cette étude, l'étude Ratify, qui a utilisé la midostaurin chez les patients FLT3 mutés, ITD ou TKD, à la fois à l'induction, en consolidation
et en entretien, et donc qui a montré un bénéfice de survie, donc pour la première fois dans une étude randomisée chez les patients FLT3 mutés en première ligne. Cette stratégie donc utilise notamment une période d'entretien de 1 an de midostaurin en continu. C'est ce qui est devenu le standard puisque ça a été approuvé comme ça en Europe. Ça a été, donc cette étude a été dédiée aux patients de moins de 60 ans. Ça a été aussi démontré d'une autre manière chez les patients âgés, où ici, des patients qui ont reçu la midostaurin ont été comparés à une cohorte historique. Mais ça a l'air de bien fonctionner aussi chez les patients âgés. Donc maintenant, il existe des études, et notamment l'étude du Oven 156, qui est une étude internationale randomisée de phase 3, qui est en train de challenger ce standard de midostaurin avec l'utilisation du gilteritinib, qui est un autre inhibiteur de FLT3, plus nouveau, plus sensible sur la cible de FLT3, et qui compare, donc c'est une étude randomisée, qui compare la midostaurin ou le gilteritinib à la fois en induction, en consolidation et en traitement d'entretien. Donc qui est une étude qui est en cours, à laquelle on participe notamment à Toulouse, et que je pense d'autres centres, enfin c'est sûr même, auxquels d'autres centres français participent. Un autre traitement de maintenance, c'est l'azacétine orale, qui a été développé chez des patients de plus de 55 ans en rémission complète, qui avaient pu avoir ou pas un traitement de consolidation, et avec des risques intermédiaires ou défavorables au niveau cytogénétique, qui n'étaient pas éligibles pour la greffe. Donc ils recevaient soit cette azacétine orale qui se donne 14 jours par cycle, soit un placebo. Cet essai a montré un bénéfice en survie qui est important, puisque dans le bras azacétine orale, la survie passait de 24 mois contre 14 mois dans le bras placebo. Qu'est-ce que vous voyez ici sur cette courbe, sur ces courbes de survie? Alors bon, cette étude, bien sûr, est relativement critiquable, puisque c'est des patients qui ont été traités de manière assez hétérogène en termes de consolidation. Vous voyez aussi que les courbes se rejoignent un peu plus loin, mais néanmoins, c'est tout à fait prometteur pour ce traitement de maintenance. Et on a eu aussi les résultats à l'EHA qui montrent que dans certains sous-groupes, c'est particulièrement intéressant. Chez les patients mutés NPM1, on voit qu'il y a vraiment une jolie différence de survie globale ou survie sans rechute avec cette azacétine orale. Ça marche aussi chez les patients FLT3 mutés, mais on a l'impression que c'est surtout que c'est très intéressant chez les patients mutés NPM1. Avec un profil de toxicité qui est vraiment très raisonnable, avec des effets secondaires digestifs et un peu de cytopénie, mais donc des choses qui sont manageables assez facilement en routine. Et on a accès maintenant à cette azacétine orale en ATU actuellement. Une autre classe de traitement de thérapie ciblée qu'on peut utiliser en maintenance, qui est développée en maintenance, ce sont les inhibiteurs d'IDH. Donc l'étude du Oven dont je vous ai parlé à l'instant a sa petite sœur jumelle avec les inhibiteurs d'IDH, donc IDH1 ou IDH2. Et là, les patients reçoivent soit les nasidénib ou un placebo, soit l'ivosidenib ou un placebo en fonction de leur mutation. Au moment de l'induction, donc c'est en continu, induction, consolidation, et aussi un traitement d'entretien pendant 2 ans. Donc voilà, c'est des traitements qui sont en cours et dont on aura les résultats dans quelques années. Et enfin, il y a des drogues d'immunothérapie qui sont développées en maintenance. Je vous cite uniquement celui-là, un anticorps anti-CD123. Donc c'est un des traitements qui est utilisé dans les LAM, qui garde une MRD positive au moment de la rémission complète. Et il y a beaucoup d'autres molécules qui vont être testées, et probablement qu'on pourra associer les molécules les unes avec les autres pour essayer d'améliorer encore les résultats de ces maintenances. Donc les stratégies de maintenance améliorent la survie. Ce n'est plus restreint aux patients avec une mutation de FLT3. Peut-être que maintenant on pourra proposer une maintenance à tous les patients. Et puis donc les combinaisons probablement vont améliorer les résultats actuels de ces traitements de maintenance, prolonger la rémission complète, peut-être améliorer les maladies résiduelles chez ces patients. En parlant de maladies résiduelles, on a maintenant des outils de plus en plus performants pour mesurer la qualité, la profondeur de la réponse de la rémission dans les LAM.
La méthode la plus connue, c'est la méthode par PCR quantitative, qui est très sensible, qui est peut-être la plus standardisée, mais qui concerne un nombre restreint de patients, puisqu'il faut pour cela avoir un marqueur de suivi, par exemple un transcrit de fusion comme pour les LAM avec core binding factor, ou alors la mutation NPM1. Donc ça concerne un certain nombre de patients, mais ça ne concerne pas tous les patients. Une autre stratégie un peu plus utilisée pour c'est la méthode de cytométrie en flux, qui pose d'autres problèmes, puisqu'elle nécessite plus de standardisation, mais en tout cas les résultats sont très rapides. Et puis les méthodes de NGS sont donc pas tout à fait utilisées en routine à l'heure actuelle. En ce qui concerne la maladie résiduelle en biologie moléculaire, elle est beaucoup utilisée depuis assez longtemps dans les LAM à core binding factor, où la MRD est très corrélée au risque de rechute, et qui est très corrélée donc à la survie sans rechute et à la survie globale que vous avez ici. Et donc il est communément admis qu'une réduction de la MRD2, donc c'est-à-dire après 2 cycles de chimiothérapie, de 3 logs est nécessaire pour dire que le patient peut ne pas être allogreffé en première rémission. Il faut dire aussi que les LAM-CBF sont la plupart du temps très bien rattrapés, avec des taux de RC2 qui sont très très bons lorsqu'il y a une rechute. Dans les LAM-NPM1, on a aussi la possibilité de très bien discriminer les patients qui ont la MRD négative ou la MRD positive en termes de risque de rechute et de survie globale. Donc c'est un outil qui est de plus en plus utilisé. Ça marche bien quelles que soient les mutations associées, FLT3 ou DNMT3, qui sont les mutations très fréquemment associées à NPM1. Et à tel point que c'est vraiment rentré maintenant dans les pratiques. Ici, je vous ai remis les recommandations du protocole BIG, qui est le protocole de l'intergroupe alpha-philo de première ligne pour les sujets jeunes dans les LAM, donc qui stratifie le risque en fonction du karyotype et des mutations. Les patients qui ont une mutation de NPM1 associée à une mutation de FLT3, si le ratio de FLT3-ITD est inférieur à 0,5, restent dans le risque favorable. Si le ratio est supérieur ou égal à 0,5, ils sont dans le risque intermédiaire, mais un peu plus récemment, on a rajouté le fait que si la MRD2 est négative, NPM1 négative dans le sang, les patients repassent dans le risque favorable et ne sont pas éligibles à la greffe en première rémission complète. Donc vraiment, ces marqueurs-là nous aident à décider de la greffe en première rémission. La cytométrie de flux nous aide aussi beaucoup. Il faut peut-être encore travailler de ce côté-là et puis harmoniser avec les autres méthodes de MRD. Mais là aussi, une MRD négative en cytométrie de flux, je vous rappelle que ça se fait uniquement dans la moelle, pour le coup, cet examen, est très corrélé à un risque de rechute moindre. Et ça reste vrai après la greffe, où on voit que à la fois une MRD négative, ici la courbe noire, est corrélée à un taux de rechute beaucoup plus faible. Et aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est corrélé à une NRM un peu plus importante. Donc peut-être que c'est des patients quand même qui ont été plus lourdement traités en pré-greffe. Et enfin, le NGS, donc une méthode qui n'est pas encore utilisée en routine totalement. En tout cas, cette étude montrait qu'au moment de la rémission complète, il persiste des mutations chez les patients chez qui on fait des NGS. Alors, pas à des taux aussi importants qu'au moment du diagnostic, c'est ce qui est en bleu. À la rémission complète, c'est les barres en rouge. Mais il y a certaines mutations qui restent présentes, et c'est très souvent des mutations de type DNMT3A, TET2 ou ASXL1, qu'on appelle DTA, donc les mutations qui sont retrouvées également dans l'hématopoïèse clonale. Et le fait de retrouver ces mutations au moment de la rémission complète est prédictif d'un risque de rechute augmenté. Ça a été validé sur plusieurs cohortes. Donc là aussi, ce sera des outils qui pourront vraiment déterminer le risque de rechute et donc l'intérêt d'une greffe en première ligne. Voilà pour la MRD. Ce qui concerne les traitements de
de deuxième ligne, les traitements de rattrapage. Je voulais juste vous rappeler ce que donnent les traitements standards. Ici, c'est une méta-analyse qui est assez fréquemment citée, qui montre le taux de rémission complète qu'on peut attendre de différents schémas de rattrapage, que ce soit la racine seule aux doses fortes ou intermédiaires. C'est les deux premières barres que vous voyez entourées en rouge. Ou si on ajoute une troisième drogue ou une quatrième drogue à la racitine. Donc on a des taux de rémission complète qui sont un petit peu meilleurs avec une deuxième ou troisième drogue, par exemple dans amsacrine, cytarabine, MEC, FLAG, MIDAM, etc. On a aussi l'azacitidine, c'est ce qui est entouré en vert, qui donne des taux de réponse complète, plutôt d'une vingtaine de pourcents, pas beaucoup plus. Néanmoins, en termes de survie globale, on plafonne, on va dire, entre 5 et 10 mois de survie globale, quels que soient les schémas utilisés. Donc faire plus fort avec une deuxième ou troisième drogue n'est pas vraiment très intéressant en termes de survie globale, même si ça peut donner des taux de rémission complète un peu supérieurs. En vraie vie, ce qu'on observe, c'est une étude qu'on a fait ici à Toulouse. On a des patients qui, après une chimiothérapie intensive, ont pu recevoir de la chimiothérapie intensive, de l'azacitidine ou des soins de support. Ici, on voit la courbe bleue est la courbe de chimiothérapie intensive, la courbe rouge, c'est l'azacitidine. On voit que les survies globales sont relativement comparables en termes de médiane, puisqu'on a à peu près 9 mois de médiane pour les deux schémas de traitement, avec néanmoins plus de survivants à long terme dans le bras chimiothérapie intensive. Et donc, on observait un taux de RC2 avec la chimiothérapie de 51%, contre 19% avec l'azacitidine, et puis 36% de patients greffés en RC2 avec la chimiothérapie, contre 9% avec l'azacitidine. Donc qu'est-ce qu'on peut espérer maintenant pour le traitement de rattrapage, qui bien sûr a amélioré très nettement, c'est l'apport de nouvelles drogues. On a des nouvelles drogues qui maintenant, certaines sont approuvées, peuvent être utilisées en situation de rechute ou de rattrapage, comme le gilteritinib par exemple. On a des nouvelles drogues qui sont tout à fait prometteuses aussi, les inhibiteurs d'IDH, des associations avec le vénétoclax et encore une fois l'immunothérapie. Alors c'est quoi l'intérêt de ces nouvelles drogues par rapport à des traitements standards? C'est bien sûr d'essayer d'obtenir une deuxième rémission complète, ou alors peut-être une réponse pas tout à fait complète, mais une réponse, une clairance blastique, une MLFS, qui pourrait servir de bridge to transplant, donc pour amener les patients à la greffe. Et puis, peut-être que ces nouveaux traitements vont permettre d'amener les patients à la greffe en meilleur état général, c'est-à-dire pas complètement fracassés par une nouvelle chimiothérapie intensive, une aplasie prolongée, etc. Puisqu'ils sont, certains d'entre eux sont nettement moins toxiques. Et bien sûr, peut-être avec une meilleure qualité de vie pendant le traitement. Donc le premier de ces traitements, c'est le gilteritinib, qui a été étudié dans une étude de phase 3 qui s'appelle Admiral, chez les patients en rechute réfractaire après 1 ou 2 cycles de chimiothérapie avec anthracycline. Le bras comparateur, c'était assez hétérogène. Ça pouvait être de la chimiothérapie du type MEC ou FLAG-IDA. Ça pouvait être aussi de la racine sous-cutanée ou de l'azacitidine, donc un panel de traitements qu'on proposé jusqu'à maintenant dans ces situations. Et ce traitement donc a pu améliorer la survie globale qui passait de 9,3 mois à 5,6 mois, avec des taux de réponse complète de 21% versus 10%, mais avec aussi tout un panel de réponses avec des cytopénies, donc un taux de réponse complète composite finalement de 54% versus 21%. Donc ce traitement est utilisé maintenant. Il est disponible en post-ATU en France actuellement dans cette indication. Voici la courbe de survie que donnait cet essai de phase 3. Les inhibiteurs d'IDH, je ne vais pas m'étendre en détail, mais ce sont voilà, s'adresse à un type de mutation, IDH1 et IDH2, dont le mécanisme d'action, le mécanisme de leucémie-hémogénèse est assez complexe et très intéressant et contribue entre autres à un blocage de différenciation par l'inhibition d'une famille d'enzymes qui sont la famille TET et histone déméthylase. Les inhibiteurs d'IDH1 et 2, énasidénib et ivosidenib, les premiers à avoir été développés, ont été très rapidement, puisque après une phase 1-2, ils ont pu être enregistrés très rapidement.
Cette phase 1-2, qui s'adressait à des LM en rechute réfractaire, donnait à peu près 20% de rémission complète, que ce soit énasidénib ou ivosidenib. On obtient un peu les mêmes résultats, avec 30% de réponse complète si on ajoute aussi les réponses avec restauration incomplète de l'hémogramme, 40% de réponse globale, et puis une survie globale de 9 mois environ pour les 2 drogues. Avec donc une proportion de patients, ceux qui sont en rémission, qui ont quand même une survie globale qui est nettement améliorée. C'est la courbe qui est au-dessus. Donc une survie globale qui est quand même tout à fait intéressante dans ce produit utilisé en monothérapie chez des patients déjà lourdement traités. Donc un profil d'utilisation c'est des produits qui sont assez simples à manier si on est bien attentif à l'hyperleucocytose et au syndrome de différenciation. Donc petit rappel qui se traite par dexaméthasone, qui peuvent arriver chez un certain pourcent de cas, qui peuvent être parfois de grade 3 quand même. Donc il faut être assez vigilant dans l'utilisation de ces produits. On a maintenant des nouveaux inhibiteurs d'IDH. Ici, c'est un nouvel inhibiteur d'IDH1, olutasidenib, qui s'appelle aussi FT2102, qui a fait aussi l'objet d'un programme de développement assez malin, parce qu'il y a eu beaucoup de cohortes différentes. Donc ils ont pu le développer simultanément en monothérapie, en association avec le Vidasa, en rechute, en première ligne, etc. Et si on regarde les résultats des LM en rechute réfractaire, on a un taux de réponse complète qui est très intéressant, de 33%, et puis un taux de réponse globale de 46%. C'est les résultats qui ont été présentés à l'EHA par le docteur de Botton. Et si on regarde les courbes de survie des patients en réponse sont excellentes. On a nous-mêmes quelques patients qui ont été traités dans ce protocole et des patients encore maintenant qui sont traités par FT2102 depuis 3 ans. Donc des réponses complètes qui sont extrêmement durables. Donc vraiment un produit tout à fait intéressant. Avec un profil de toxicité qui est tout à fait comparable. Attention au syndrome de différenciation et pas beaucoup d'autres choses à surveiller avec ce produit. Donc quelque chose de très prometteur aussi. On a aussi des inhibiteurs d'IDH 1 et 2, des inhibiteurs donc pan-IDH, IDH1 et IDH2 qui sont en cours de développement. Donc beaucoup de choses à suivre chez les patients mutés IDH. Je vous rappelle très rapidement les résultats de azacitidine et vénétoclax en première ligne, puisque ce n'est pas vraiment l'objet de la présentation ici. Donc l'étude VIAL-A qui a comparé vénétoclax avec l'azacitidine ou placebo versus avec azacitidine, qui a permis une nette amélioration du taux de réponse et de la survie globale qui passe de 14,7 mois dans le bras vénétoclax contre 9,6 mois. Simplement pour vous dire que c'est des associations qui vont maintenant arriver aussi en rechute, puisqu'on a très envie de proposer ça aux patients en deuxième ligne quand ils n'ont pas reçu en première ligne. Et voilà, des résultats sur les quelques petites séries qu'il y a dans la littérature, qui ne sont pas... qui sont un petit peu ce qu'on voit en première ligne, donc un taux de rémission aux environs 50%, et des taux de survie globale qui restent quand même moindres, 8 mois, 9 mois à ce qu'on voit en première ligne. Mais en tout cas, un schéma qui pourra aussi faire l'objet d'associations, voire même de plateformes pour ajouter d'autres produits en traitement de rechute ou réfractaire. En parlant d'associations, je vous ai parlé du gilteritinib. Il y a maintenant des travaux qui essayent d'améliorer les résultats du gilteritinib, notamment avec l'association au vénétoclax. Il y a cet essai de phase 1 qui a été présenté, vénétoclax gilteritinib, en faisant très attention au syndrome de lyse initiale, avec donc une recherche de dose, escalade de dose, avec des doses retenues de vénétoclax 400 mg, gilteritinib 120 mg, et des taux de réponse globale qui sont très intéressants, 85% de réponse globale, avec beaucoup bien sûr de cytopénie, c'est 51% de MLFS, donc des patients qui peuvent rester avec des taux de plaquettes et de neutrophils au ras des pâquerettes, beaucoup de neutropénie fébrile aussi, 51%, donc quelque chose de cytopéniant mais de très intéressant pour des patients qui avaient été lourdement traités, et notamment 2 tiers des patients qui avaient reçu un inhibiteur d'FLT3. Une autre association qui a été présentée au dernier congrès, c'est l'association vénétoclax, azacitidine et ivosidenib. Il y avait aussi des cohortes où il y avait seulement vénétoclax et ivosidenib. Donc on commence à envisager les triplettes, donc trois drogues associées.
Donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de patients dont on a les résultats, mais les premiers résultats des cohortes sont tout à fait impressionnants, puisqu'on a entre 67% et 100% de réponses complètes composites, et des MRD négatifs dans une grande proportion de cas, avec des patients qui peuvent avoir des durées prolongées de traitement et puis être amenés à l'allogreffe. Et enfin, l'immunothérapie en traitement de rechute réfractaire. Aujourd'hui, du magrolimab, dont les résultats sont plutôt disponibles en première ligne. Je voulais vous parler essentiellement du flotetuzumab, qui est un anticorps, un composé bispécifique anti-CD123 et anti-CD3, ça s'appelle un DART, donc qui est utilisé déjà depuis quelques années dans les LAM en rechute réfractaire. On a eu les résultats de la phase 1 au début de l'année. Donc un schéma qui prévoit une escalade de doses, puisque c'est comme tous les médicaments bispécifiques associés à des réactions à l'injection, et puis des CRS au moment de l'initiation du médicament. Et donc un médicament qu'il faut apprivoiser, puisque vous voyez que la dose qui était planifiée est effectivement reçue. Il y a des grosses différences qui à diminuer, puisqu'on apprend à manier ce médicament, et notamment utiliser assez précocement le tocilizumab, éventuellement des corticoïdes aussi, et ce qui permet de diminuer le nombre et la durée des CRS, et donc de pouvoir délivrer la drogue comme prévu. Et vous voyez que le taux de CRS ou de réaction liée à l'injection est tout à fait important, puisque 100% des patients dans la population, la troisième population qui nous intéresse le plus, les réfractaires primaires et les précoces, ont 100% de CRS, mais finalement très peu de grade 3 ou plus. C'est des grades 1 ou 2 qui sont tout à fait manageables par des hématologues en salle. Donc, ce médicament permet d'obtenir des réponses, des clairances blastiques, des rémissions complètes. On arrive à amener, c'est ce que vous voyez ici avec les petits. Et puis, on sait aussi que la réponse est corrélée à certaines caractéristiques. C'est corrélé au fait d'avoir eu un CRS, et c'est aussi assez corrélé à la mutation. Donc ça, c'est tout à fait encourageant pour les LAM avec mutation TP53 qui ont un pronostic catastrophique, comme vous le savez, puisque chez les patients mutés TP53, on a 60% de patients répondeurs contre 33% chez les patients non mutés TP53. Donc quelque chose à creuser, mais en tout cas, les patients en rechute précoce ou réfractaire avec mutation TP53, c'est une alternative thérapeutique tout à fait intéressante. D'autres anticorps sont en cours de développement. C'est le cas par exemple d'un autre composé bispécifique anti-CD123 CD3 qui a l'avantage d'être un anticorps total, donc qui ne nécessite pas une infusion en continu 24 heures sur 24 comme le flotetuzumab ou le blinatumomab, mais qui a une administration hebdomadaire, mais qui par contre a l'air de donner plus de CRS de grade 3. Donc à voir si vraiment cet anticorps-là va percer. Donc, en résumé, l'allogreffe en RC2, pour moi, n'est plus du tout un mythe. Grâce aux traitements d'entretien qui vont s'améliorer, grâce à la MRD qui arrive à déterminer quel patient est à haut risque de rechute et quel patient l'est moins, grâce aux nouvelles drogues qui permettent de donner leur chance aux patients en cas de rechute et donc de pouvoir avoir une RC2. Peut-être qu'il faut modérer ce propos en disant que ça concerne surtout les LAM favorables et intermédiaires. Voilà. Mais en tout cas, peut-être que les stratégies vont être modifiées dans les années qui viennent avec les nouveaux outils et les nouveaux médicaments qu'on a à notre disposition. Bon, alors on n'est pas du tout, on ne s'est pas concerté avec Christian non plus, on n'est pas du tout chauvin à Toulouse, mais je voulais vous dire qu'à Toulouse, on aime les fusées. On aime le rugby et on rechigne pas à aller à la conquête des étoiles. Je voulais, voilà, je suis tombée par hasard sur cet titre édito, Emmanuel, que tu avais écrit il y a pas longtemps. Donc j'espère que voilà, l'allogreffe en RC2 c'est une réalité et que le ciel de l'hématologie va briller jusqu'à Paris et pas que pour le myélome. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Bon, on part un peu défavorable avec le côté allogreffe, le fait qu'on n'avait que 2 jours pour préparer, quand même défendre l'allogreffe.
plutôt vers les Du coup, ouais, voilà, les leucémologues sont détournés de l'allogreffe, mais comme dirait ma grand-mère, c'est avec les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Et donc, il y avait différentes études qui ont été proposées lors du premier topo, en disant il y a plein de nouvelles thérapies qui ont amélioré la vie des patients. Moi, surtout, quand je regarde ces courbes, je vois que la courbe va toucher le zéro quasiment quand on regarde le suivi. C'est un peu le toboggan du désespoir. On espère avoir de meilleures choses et surtout, on ne voit pas de plateau. On parle beaucoup, moi je me souviens des premiers cours sur l'allogreffe, on obtient un plateau dans les leucémies. Et donc, on va essayer de voir quels sont les arguments du coup à partir de là. Et il y a une autre étude que je trouvais intéressante qui a été publiée récemment, qui reprenait les 20 ans d'essais faits dans le groupe CAL-GB Alliance, en reprenant les leucémies aiguës et en regardant les patients avant 60 ans et plus de 60 ans au diagnostic, et en regardant leur survie sans leucémie à 10 ans. Et on peut observer qu'il y avait seulement 16% des patients qui étaient en vie versus et 2% pour les plus de 60 ans. Je rappelle là, ils avaient exclu les patients qui avaient été allogreffés en RC1. Donc c'est quand même des résultats qui ne sont pas très bons pour les traitements. Bon, on peut quand même, le commentaire qu'on va me faire sur cette diapositive, c'est que ça date un peu, hein, c'est des patients qui ont été traités donc avant les nouveaux traitements dont on parlait. Et on peut parler là de nouveaux traitements avec l'Azavec, donc apparemment le nouveau standard pour les patients unfit. Et là, je vous présente les Blood Advance il y a 2 ans, qui a comparé les patients qui ont été traités dans des essais versus les patients qui ont été traités dans la vraie vie. Et vous voyez les courbes en rouge, donc off traitement, enfin off essai. On voit quand même que la survie n'est pas si bonne que ça, parce que les patients d'essai sont très sélectionnés, et ça explique donc cette différence. Et alors moi, ce que je trouve incroyable, c'est quand même le visuel abstract qui a été accepté dans ce papier, que je vous présente. Donc on espère être dans ce monde fantasy, aller dans les étoiles, hein. On est à Toulouse, il y a l'école. Moi, j'ai failli faire super-héros avant de faire médecine, donc je connais bien ça. Et vraiment, on aimerait bien être dans ce monde fantasy, mais on est malheureusement dans le monde réel. Et je vais continuer cette métaphore sur l'espace en parlant des lanceurs. En gros, lanceur Soyouz, c'est le lanceur qui permettait d'aller vers la station internationale pendant 10, 20, 30 ans. C'est une technique qui a été développée pour envoyer les premiers hommes dans l'espace, et c'est extrêmement sûr maintenant. Et du coup, ils ont continué à utiliser le même modèle. Et c'était un peu le modèle de la LM, on a utilisé le 3+7 pendant des années. Mais maintenant, il y a plein de nouveaux traitements, avec maintenant SpaceX aussi qui arrive et qui essaye d'envoyer des hommes dans l'espace. Et en fait, pour moi, ces nouveaux traitements, c'est des très bons lanceurs pour l'allogreffe. L'objectif, on parlait du bridge tout à l'heure, c'est des excellents traitements pour se lancer. Et on va reprendre un des médicaments qui a été développé, le CPX 351, donc qui est de l'aracitine et d'une anthracycline liposomale, qui a permis un bénéfice dans les LAM secondaires ou avec des modifications MRC. Et moi, quand j'ai regardé un peu les supplémentaires data du papier Princeps, on voit que l'incidence cumulée des rechutes, quand on exclut les patients qui sont allogreffés, bah, c'est pas si fou, hein. L'ensemble des malades ont rechuté là, vous pouvez voir à 24 mois, l'ensemble des patients ont rechuté s'ils n'ont pas été allogreffés. Et quand on voit la mise à jour à 5 ans de cette étude, on voit que les résultats sont pas fous, hein. 18% de survie à 5 ans. Il y avait quand même un tiers des malades qui ont reçu ce traitement qui ont pu bénéficier de l'allogreffe. Là, les résultats sont meilleurs, hein. Donc, comme je vous disais, c'est un meilleur lancement pour l'allogreffe, ces nouveaux traitements, avec, donc, vous voyez, 52% de survie. Et je trouve le fait extrêmement intéressant, c'est que là, ils ont fait une comparaison entre les deux bras de l'étude, et on voit que les patients qui ont reçu du CPX 351 ont mieux survécu après allogreffe. Donc il y a aussi un bénéfice, comme le disait Sarah tout à l'heure, d'avoir des patients qui arrivent en meilleur état général au moment de l'allogreffe, donc ce qui va permettre d'améliorer les résultats et diminuer la toxicité de la procédure. Et alors après, en partant aussi sur les données sur l'allogreffe, il y a pas mal d'études qui ont montré le bénéfice de l'allogreffe. Alors, le classique, c'est donneur versus non-donneur. Donc, c'est les patients qui avaient un donneur versus les patients qui n'avaient pas de donneur. Et on voit sur cette méta-analyse, donc vous pouvez voir le principal résultat en bas, qu'il y avait un bénéfice en termes de survie sans rechute
pour les patients qui étaient allogreffés. Alors, le problème de cette étude, quand même, je ne peux pas être de mauvaise foi absolue là-dessus. C'est une étude qui est faite sur des patients traités entre 82 et 2006. C'était que des sujets jeunes, allogreffés, avec un conditionnement myéloablatif. Donc c'est quand même assez loin des pratiques standards et surtout de l'âge de diagnostic de l'AM. Et il y a un autre problème avec cette étude, c'est ce qu'on appelle le biais d'immortalité. C'est le fait que les patients allogreffés et non allogreffés ne vont pas avoir le même, on va dire, point de départ de survie. Je m'explique. Un patient qui va être allogreffé, pour être allogreffé, il faut qu'il soit en vie au moment de l'allogreffe. Ça paraît assez logique. Mais pour le patient qui est non allogreffé, le patient peut très bien mourir 1 mois après son induction et ne jamais pouvoir bénéficier de l'allogreffe. Et donc être considéré comme décès dans le groupe non allogreffé. Et ça, c'est ce qu'on appelle le biais d'immortalité. C'est le fait qu'il y a une période de temps de suivi où un des groupes ne peut pas mourir. Et donc les patients allogreffés avant l'allogreffe ne peuvent pas mourir techniquement. Donc ce qui entraîne des résultats biaisés pour ce type de méta-analyse, ce qui a amené à cette analyse des données du philo, où vous avez les patients, donc près de 500 patients de plus de 60 ans qui étaient ELN intermédiaires ou défavorables, qui ont été allogreffés ou non. Vous voyez donc le taux d'allogreffe dans la série du philo qui est de 38%. Et il a été réalisé une étude qui permet de prendre en compte ce biais d'immortalité. En gros, les patients, tant qu'ils n'ont pas été allogreffés, vont être dans l'autre groupe de suivi. Et en fait, vous pouvez le voir avec ces chiffres. En bas, donc, dans le groupe allogreffe, au début du suivi, vous n'avez aucun patient. Et c'est uniquement à partir du moment où le patient est allogreffé qu'il va switcher de groupe. Donc ça permet de prendre en compte ce biais et on se rend compte que l'allogreffe est bénéfique pour ces patients. Vous le voyez en termes de survie sans rechute, de survie globale, et également dans les sous-groupes intermédiaires et défavorables. Donc ça, c'est quand même un argument en faveur de l'allogreffe en RC1. On peut également modéliser ces résultats avec une augmentation multistage, où en gros, on va modéliser à partir des données de l'étude quel état est le plus probable pour chaque patient. Et donc là, par exemple, pour un patient intermédiaire, vous avez, est-ce que le patient n'a pas été allogreffé et est toujours en rémission au long du suivi, et n'a pas été allogreffé et a rechuté, ou n'a pas été allogreffé et est mort de toxicité. Et vous avez la même chose pour l'allogreffe. Et on se rend compte qu'à 5 ans, vous avez 21% des patients qui ont été allogreffés qui sont toujours en rémission, versus 8% pour les patients non allogreffés. Et cette différence est encore plus importante pour les patients défavorables. Donc ça, c'était pour les sujets âgés. Ça vous donne quand même pas mal d'arguments pour allogreffer les sujets âgés. Maintenant, pour les sujets jeunes, est-ce qu'il faut le faire? Et alors là, je vais pas uniquement utiliser les données humaines, je vais aussi utiliser les machines, avec ce papier, je pense que vous connaissez, de Gerstung, qui reprenait 1500 patients qui ont été traités dans des essais pour des LAM avec des patients de 18 à 60 ans. Et ils ont, à partir de ça, refait un modèle donc multistage, comme je vous expliquais juste avant, et avec 300 variables, soit démographiques, soit de biologie moléculaire, essayer de prédire le devenir du patient. Et après, ils ont posé une question au machine learning qui est ressorti de ça, c'est est-ce qu'il faut allogreffer en RC1 le patient à partir de ses données initiales, à partir du NGS et des données démographiques. Et ça a donné ce résultat. Je vais vous expliquer parce que c'est un peu complexe. En gros, en bas, vous avez la proportion théorique de patients qui sont allogreffés. Et sur l'axe des données, vous avez le pourcentage de survie si le patient obtient une rémission. Et en gros, la courbe, c'est plus vous avancez, plus vous avez allogreffé de patients. Alors, il faut faire attention à l'échelle, hein, c'est 0,58 à 0,63. Plus vous allogreffez de patients, plus vous avez une survie qui augmente. Et donc, pour vous donner un résultat chiffré, ce qui est conseillé par l'algorithme, c'est d'allogreffer 12% de patients en plus, et ça ferait gagner 10% de survie à ces malades. Donc si avec ça, vous n'êtes pas convaincu, on continue.
Après, on a parlé de MRD. Il y a pas mal de données de MRD et ça, je peux pas lutter sur le fait qu'un patient qui est MRD négatif, qui a un taux de rechute qui est excessivement faible, là on peut le voir dans les données publiées par Balza dans le JCO, je pense pas qu'il y ait un intérêt à faire l'allogreffe. Par contre, il reste quand même un groupe de patients qui vont rechuter, qui vont avoir une survie diminuée, vous pouvez le voir, la courbe en grise, et qui est un nombre non négligeable de malades. Donc il y a encore des patients à prendre en charge, et quand on regardait l'algorithme proposé par le BIG, on a surtout regardé la case du passage de l'intermédiaire vers le favorable, mais il y avait aussi au-dessus la case MRD positive, aller vers l'allogreffe. Donc il y a encore des patients qu'il faut allogreffer, il ne faut pas oublier ça, il faut garder ça en tête. Et aussi ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une sous-analyse qui avait été faite dans ce papier, où ils avaient regardé s'il y avait un bénéfice d'allogreffer les patients MRD+, et c'était significatif dans leur modèle multivarié. Donc, ce qui confirme cet intérêt. Également, on a présenté d'autres données de MRD en parlant du NGS, de la cytométrie. Il y a plein de techniques qui se développent. C'est extrêmement intéressant. Un des messages qui était principal de ce papier, c'était de montrer que là, le fait d'utiliser le NGS et la cytométrie, ça a apporté des informations différentes. On voyait qu'il y avait, quand les patients avaient les deux positifs, ils avaient un plus haut taux de rechute que s'ils en avaient une seule. Mais surtout, moi, ce que je vois quand je vois cette courbe, c'est qu'il y a, même dans le groupe double négatif, il y a 25% de rechute. Donc, est-ce que la MRD permet de prédire toutes les rechutes? Non. Et quand vous voyez que si vous utilisez qu'une seule technique de MRD, on va dire là, soit le NGS, soit la cytométrie, vous avez encore 50% de rechute. Donc, vous n'avez pas encore guéri vos malades. Et également, il y a le fait d'attendre. On peut se dire, on peut attendre, on peut essayer d'obtenir une rémission. On a des bons résultats de l'allogreffe en RC2, mais quand même, dans cette comparaison, vous pouvez observer qu'en termes de survie sans rechute, en RC2, on a une perte de 15%. Donc vous prenez un risque avec votre patient de déjà, ne pas réussir à obtenir la RC2, parce que quand on regardait les résultats de la grande méta-analyse, on voyait 40-50% de réponses qui étaient obtenues. Mais en plus, même si vous arrivez à aller jusqu'à l'allogreffe, vous perdez 15% de survie sans leucémie. Et tout à l'heure, Sarah est passée assez vite sur cette courbe de survie. Moi, elle me pose un peu problème. C'est oui, il y a un bénéfice, on commence à parler comme les oncologues, on est content, on a gagné 3 mois. Mais quand même, la courbe, elle va toucher, à 24 mois, elle va toucher la courbe de chimiothérapie. Donc là, par exemple, dans les LM, FLT3, est-ce qu'il faut prendre le risque d'aller jusqu'à d'attendre la RC2 pour allogreffer? Je suis pas convaincu. Surtout quand on voit les résultats, les résultats de cette étude. Donc c'était des patients sélectionnés pour rentrer dans un essai clinique, et seulement 25% ont pu être allogreffés. Donc il y a encore, je pense, encore pas mal de choses à faire pour que ces traitements amènent des résultats convaincants. Et je finirai sur une dernière partie, avant de laisser la place à Sophie, sur le fait que, moi j'avais trouvé ça incroyable, dans un topo qui avait été fait à l'EBMT, ils avaient comparé le fait d'envoyer un homme dans l'espace à réaliser une allogreffe. Quand on a fait quand les premiers hommes sont partis dans l'espace, quand Yuri Gagarin est parti dans l'espace, il y avait une chance sur 5 que la fusée explose au décollage. Bon, maintenant, on a envoyé la semaine dernière 4 personnes sans pilote dans une fusée pour faire le tour de la Terre pendant 3 jours. C'est très bien passé. Et c'est la même chose pour la greffe. Quand on a fait les premières greffes, on ne savait même pas ce que c'était que le système HLA. Les 6 premiers malades qui ont été allogreffés sont morts. Sur les 150 premiers patients allogreffés, il n'y a qu'un seul en vie à 2 ans. Mais maintenant, les résultats sont bien meilleurs. On a dépassé le million d'allogreffes réalisés dans le monde, et on sait mieux gérer ça. Et pour finir le parallèle avec les fusées, Apollo 11, ça servait à aller à l'ISS, aller à l'ISS et également aller sur la Lune. Et maintenant, on a des belles fusées avec le Crew Dragon qui permet également de faire ça en mieux. Et je vais laisser Sophie nous présenter cette partie. Donc effectivement, on voulait vous rappeler à tous que l'allogreffe n'était pas morte et qu'il y avait eu de nombreux progrès au cours des dernières années. Maintenant, on a réussi à réduire drastiquement l'intensité des conditionnements. On a réussi à trouver un donneur pour tous les patients, notamment avec l'utilisation des greffes haploïdentiques et de l'endoxan post-greffe. On a réussi à réduire la toxicité, notamment la GVH, qui est la principale crainte des allogreffeurs, mais aussi la toxicité infectieuse.
Et on a développé des techniques, ou en tout cas on essaie de commencer, pour réduire la rechute post-allogreffe avec les traitements de maintenance post-allogreffe. Pour commencer donc sur les traitements de maintenance, on va globalement vous présenter les principales études qui étaient sorties au cours des dernières années. C'était une étude qui était parue il y a 2 ans sur le sorafenib, donc un inhibiteur d'FLT3 en post-allogreffe, qui montrait que chez 80 patients, donc 2 groupes d'une quarantaine de patients, le sorafenib chez les patients qui avaient une LAM FLT3 mutée permettait de réduire, d'augmenter plutôt la survie sans rechute. Maintenant, il y a plein d'autres études qui sont sorties sur l'utilisation d'inhibiteurs d'FLT3 un peu plus récents, comme la midostaurin. Mais il y a aussi des essais avec les injections de lymphocytes de donneurs, les DLI, le Vidasa ou les agents déméthylants. Et toutes les études il y a énormément d'études qui sont encore en cours. Pour ce qui est de la toxicité, donc une des principales craintes de la GVH aiguë, et notamment la GVH aiguë cortico-résistante, il y a une étude qui a fait beaucoup parler d'elle il y a 1 an qui est sortie sur l'usage du ruxolitinib, qui est très efficace chez les patients qui ont une GVH aiguë, cortico-résistante, et ce, quelle que soit la localisation de la GVH, digestive, hépatique ou cutanée, et quel que soit le traitement en face qui a été utilisé. Parce que comme il n'y avait pas de traitement standard jusqu'à présent, les investigateurs avaient le choix du meilleur traitement qu'ils jugeaient pour le patient. Donc dans cette étude qui avait quand même enrôlé 300 patients, le ruxolitinib dépasse largement les espérances des auteurs, je pense, et est désormais le traitement standard de la GVH aiguë cortico-résistante. Pour finir, sur le risque infectieux qui est aussi connu dans l'allogreffe, on pourrait parler de toutes les infections fongiques, etc. On n'a pas eu le temps de creuser tout ça, mais je voulais parler un petit peu du CMV, qui est quand même associé à une grosse toxicité et potentiellement une lourde morbimortalité, parce qu'on sait qu'il y a un lien avec la GVH. Et désormais, on a le Netermovir qui a obtenu une AMM il y a un peu plus d'1 an dans l'allogreffe, et que pour être en stage de transplantation d'organes solides en ce moment, les transporteurs d'organes solides nous envient actuellement. Qui est donné chez les patients qui sont séropositifs CMV avant l'allogreffe, de J0 agissant, et qui permet de réduire la survenue d'une PCR CMV positif et donc d'une maladie ACMV jusqu'à 2 ans post-allogreffe. Pour l'instant, c'est le suivi qu'on a de l'étude. Donc là, c'était des patients, il y avait presque 500 patients qui avaient été inclus avec un ratio 2:1 pour recevoir le Letermovir ou un placebo chez des patients qui étaient receveurs R+. Donc, ce qu'on voulait dire par là, le message, c'était que l'allogreffe n'était pas morte, qu'elle était en pleine expansion aussi. Comme la LAM, on a fait beaucoup de progrès en termes de toxicité, en termes de donneurs, etc. Et qu'en fait, il fallait maintenant essayer de le voir plutôt comme une plateforme d'immunothérapie, avec certes des bridges to transplant, mais quand même tout transplant pour essayer de guérir au mieux les patients atteints de LAM. On voulait remercier toute l'AIH, il y a beaucoup de membres qui nous ont aidés à faire ce topo rapidement, et des internes en hématologie de toutes les villes, et on voulait avoir une pensée à ceux qui n'avaient pas pu venir aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée, peut-être? Il y a des données, enfin dans les modèles qui ont été faits prédictifs de rechute ou même de résultats de l'allogreffe, il y a le délai entre le diagnostic et la réalisation de l'allogreffe qui est associé. Ça, il y a des données là-dessus. Après, je crois que par exemple dans l'étude de l'ASA orale, il y a les patients qui étaient utilisés, enfin qui étaient dans l'étude, et c'est des patients qui n'avaient pas de greffe, donc on n'a pas trop de résultats là-dessus. Et c'était la première étude positive sur la maintenance, à ma connaissance. Donc on n'a pas trop de résultats là-dessus. Je sais pas si tu veux faire un commentaire, ça. Non, je pense qu'il n'y a pas de données maintenant qu'il y a des maintenances sur est-ce qu'on peut greffer en cours de maintenance, par exemple. C'est ça ta question? Alors oui, la durée de rémission complète, c'est un facteur pronostic très important de survie post-rechute. Si les patients qui rechutent précocement, dans les 6 mois, vont beaucoup moins bien que ceux qui rechutent après 18 mois ou 24 mois, où là déjà on sait qu'on arrive mieux à les rattraper. Donc on n'a pas parlé des facteurs pronostiques à la rechute, mais la durée de rémission complète est très très corrélée au pronostic à la rechute. Vous n'avez pas parlé d'une technique encore confidentielle, c'est la microtransplantation. Et je sais qu'il y a des essais en France. La microtransplantation... Eh ben, c'est une magnifique transition. Il y a sur la chaîne YouTube de l'AIH un topo fait par Loski de Nice sur la microtransplantation. On avait fait un webinaire l'été dernier là-dessus. Donc c'est vrai que c'est extrêmement intéressant et on a hâte de voir des résultats à plus grande échelle. Je vais faire un commentaire de clinicien pour la microtransplantation. Justement, parce que j'en ai discuté avec Régnier
avant qu'ils ne partent, puisque ils sont en train de colliger toutes leurs données. C'est un gros centre de microtransplantation à Marseille, mais pour le moment, ils ne savent pas trop quoi faire en fait. C'est vraiment une petite chimiothérapie, enfin, des chimiothérapies suivies de microtransplantation pour essayer de donner immunothérapique vis-à-vis des cellules souches leucémiques, mais bon, ils n'ont pas de résultat. Je veux faire un commentaire de leucémologue parce que j'ai toujours un regard bienveillant sur l'allogreffe. Malgré le fait que je sois leucémologue, je sois toujours très intéressé à me retourner dès qu'il y a une nouvelle molécule qui passe. Nouvelle molécule. Et donc, c'est très difficile l'allogreffe. On fait des débats, etc. Mais vous savez tous que ce sont des décisions humaines compliquées. Parce qu'il y a le patient, il y a l'entourage, il y a les stratégies de soins, etc. C'est toujours compliqué. Donc, et puis en plus, les greffeurs, on leur donne toujours les patients les moins bons. Alors, les intermédiaires, les cytogénétiques défavorables, maintenant, on va leur donner que les maladies résiduelles positives. Alors qu'on sait très bien que la greffe marche moins bien quand on est en maladie résiduelle positive. C'est un peu cruel pour eux, mais c'est un peu leur quotidien. Et ils vont contrecarrer ça en utilisant, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, une plateforme et en mettant derrière également des traitements immunomodulateurs ou d'autres inhibiteurs, etc. Le traitement des LMFLT3 dupliqués, avec la maintenance post-allogreffe avec un inhibiteur d'FLT3, un rationnel biologique très très fort, et c'est vraiment une stratégie de soins majeure, c'est-à-dire il faut l'effet immunologique de la greffe et l'inhibition de FLT3, et là vous avez un pouvoir antileucémique majeur. Et donc effectivement, les patients mutés FLT3, avant de les exclure de la greffe, notamment ceux qui ont un ratio élevé, mais pas que, il faut vraiment réfléchir à deux fois. Parce que je trouve que c'est un très bon exemple de réussite de ces stratégies de greffe qui s'améliorent avec le temps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a également le fait que quand on prend une décision de soins comme ça, on peut avoir des certitudes. Il ne faut pas avoir de dogme. Je pense qu'il faut toujours être, modeste. Moi, je me souviens très bien d'une patiente d'une quarantaine d'années, NPM muté, qu'on avait mis en rémission complète, MRD négative. Bon, on ne va pas vous greffer. Elle avait une sœur, HLA compatible, qui avait à peu près un an ou 2 ans de plus qu'elle. Et malheureusement, la dame a rechuté 2 ans après. Elle rechute toujours cytogénétique intermédiaire, muté NPM1, bon état général, durée de rémission depuis 12 mois, pas de greffe antérieure. Donc là, on se dit, on va la rattraper facile. Dans ces cas-là, on a plus de 70% de RC2. Voilà. Sauf qu'elle décède de choc septique à J8 de la chimiothérapie. Voilà. Bon, la sœur m'a fait le reproche. Elle m'a dit c'est moi qui avais tué sa sœur parce qu'on ne l'avait pas greffé en première ligne. Voilà. Donc tout ça, l'expérience clinique montre aussi qu'il faut toujours avoir un peu de recul et de modestie vis-à-vis des décisions, des dogmes qu'on prend vis-à-vis de telle ou telle stratégie de soins. Parce qu'effectivement, si on avait greffé en première ligne, peut-être que ça serait bien passé, peut-être qu'elle aurait été guérie de la maladie. Ça, on ne saura jamais. Merci Christian. Moi, je voulais effectivement commenter un petit peu aussi du point de vue des greffeurs. Je ne vais pas vous tourner le dos quand même. Et je voudrais d'abord féliciter Sarah parce que je trouve que j'aurais fait en fait pratiquement le même topo parce que comme vient de le dire Christian en recherche, je trouve que c'est très difficile la greffe parce que pour nous l'échec principal c'est la TRM. Vraiment de perdre des patients, de la toxicité du traitement, c'est un des trucs les plus difficiles à supporter. Et effectivement, on préfère nous aussi que nos patients, enfin on préfère, c'est pas le mot, mais un décès de rechute est beaucoup plus facile à accepter pour nous qu'un décès lié à nos traitements. Donc je trouve que la façon dont tu as montré qu'on pouvait peut-être ne pas, enfin que certains patients pourraient bénéficier de ne pas être allogreffés en première ligne, c'est important. Néanmoins, je pense que Sophie et Pierre-Édouard sont hyper convaincants. Il faut allogreffer en première RC, mais grâce aux nouvelles techniques, bon, la MRD en particulier, faire une discrimination des gens qui ne vont pas en bénéficier, c'est ce que je pense. Vous nous avez convaincus de ça. Et les progrès de l'allogreffe sont majeurs, enfin les progrès de l'hématologie sont majeurs. Nous, les allogreffeurs, on va rester proche des nocémologues, on travaille avec vous, on a besoin de vous. Vous nous amenez les patients dans les meilleures conditions, alors si possible en RC1, après avoir discriminé ceux qui n'allaient pas bénéficier ou risquer trop de TRM. Et nous, grâce à nos progrès que vous avez montrés, les conditionnements qui font des progrès,
le supportive care qui fait énormément de progrès en anti-infectieux, et la présence de la possibilité de maintenance. Je pense qu'il faut allogreffer en première ligne, sauf certains patients. Et on a fait beaucoup de progrès sur l'allogreffe. Voilà. Et peut-être qu'il y a des questions ou d'autres commentaires à avoir. En tout cas, bravo. Je crois que les deux topos se complètent très bien. Ils ne sont pas en fait du tout, même si tu as forcé le trait, Pierre-Édouard, j'avoue, très fort. Tu as alléché le professeur Recher avec les nouvelles molécules. J'étais un peu obligé. Vraiment, nous, l'objectif aussi du débat, c'est de favoriser votre esprit critique. C'est-à-dire qu'on peut regarder les mêmes données et voir des choses différentes. Et du coup, l'objectif aussi, quand vous lisez la littérature, quand vous écoutez des personnes parler, c'est de réfléchir par vous-même et de pas juste ingurgiter ce qu'on vous dit. Et ça, c'est le professeur Marolo qui me disait ça quand j'étais externe à Amiens. Et c'est vraiment un message hyper important et c'est un peu l'objectif. Hein, on l'a vu avec les débats actuels au niveau présidentiel, mais aussi avant avec la chloroquine, par exemple. On a commencé à demander à des gens non scientifiques de donner leur avis. Ça avait beaucoup choqué. Et donc vraiment, le côté vraiment esprit critique, essayer de voir un peu plus loin. Et c'est pour ça que j'ai forcé le trait. Et c'est un peu l'objectif des journées. Je crois qu'Amira avait une question. Il y a pas mal de choses qui sont développées entre les greffes déplétées pour limiter certaines toxicités, les DLI Boost. Il y avait une étude, je crois, qui était menée par Mondor pour modifier aussi les réponses. Il y a aussi les anti-PD1 qui ont été utilisés. Bon, les résultats il y a quand même une certaine toxicité et je ne crois pas qu'il y ait encore de résultats à grande échelle. C'était le MD Anderson qui faisait pas mal ça aussi. Et puis il y a d'autres stratégies. Par exemple, ouais. Ouais, avec il jouait sur les mismatch tiers ou pas du tout? Ouais, d'accord. Donc oui, il y a encore beaucoup de choses à faire sur tout ce qui est immunologie et on le voit bien avec le développement aussi des DART par exemple qui utilisent les lymphocytes T. On va, je pense, beaucoup apprendre aussi de développement de ces nouvelles molécules pour encore améliorer la greffe et créer une vraie plateforme d'immunothérapie.